Bah écoute, débutons, hein. Première idée reçue, hein, l'économie circulaire, c'est du recyclage sous stéroïdes ou une meilleure gestion des déchets. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très réducteur par rapport à ce que peut être l'économie circulaire. C'est bien plus qu'une approche technique. En réalité, c'est un changement d'état d'esprit, une autre vue sur l'économie, un autre regard sur nos modes de production et de consommation. Et pour pousser un peu plus loin, c'est même une autre philosophie de vie qui nous rapprocherait davantage de la nature. C'est considérer que l'ensemble de nos ressources naturelles, primaires ou nos ressources techniques qui elles-mêmes sont issues de la transformation de nos ressources naturelles, bien que toutes ces matières sont considérées comme étant nobles. Et donc qu'elles doivent être optimalement gérées comme on arrive à le faire en entreprise avec nos ressources financières. Donc c'est cette approche des ressources naturelles et matières premières avec autant d'efficacité qu'on pourrait l'avoir pour les finances. Et donc ça va bien au-delà de la gestion des déchets, même si la gestion des déchets est un des éléments de l'économie circulaire, il n'en est pas le plus central. Moi, ce que j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, c'est sur l'état d'esprit. Je trouve ça très intéressant de se dire que quelque part, l'économie circulaire, c'est un nouveau paradigme, donc c'est une nouvelle façon d'aborder l'économie, nos modes de production, nos modes de consommation, comme tu l'as dit. Mais une chose qui ressort dans tes propos, c'est que c'est avant tout du bon sens. C'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est comment les choses devraient être faites pour optimiser l'usage qui est fait des ressources. Ça devrait être une gestion en bon père de famille d'une activité économique, comme on peut gérer justement une activité ou un patrimoine privé. Tout à fait. Donc là, on parle de bon père de famille, mais moi, je pense plutôt à ma grand-mère qu'à mon papa, parce que celle-ci a connu la guerre et cette période, on va dire, avant les 30 Glorieuses, où on était dans un contexte, si pas de privation, à tout le moins, de ressources limitées. Et elle avait donc cette sagesse de ne pas gaspiller et de considérer qu'on devait optimalement gérer l'ensemble des ressources qu'on avait. Donc c'est une première chose dans l'état d'esprit, c'est de revenir un petit peu à cette notion de limite, mais sans oublier qu'on est en 2020 et que la technologie et que les moyens techniques sont autres et que ça nous permet quand même de mettre ça en perspective, quoi. C'est ça. Et là, c'est ça. Et vraiment cette idée de se dire, bah tiens, si l'économie, on l'a dit, circulaire, c'est parce qu'il y a cette notion de boucle et de réintégration d'un certain nombre de choses qui permet de rompre avec quelque part un peu les déperditions après les 30 Glorieuses, comme tu le dis, qui ont eu lieu. C'est l'économie, elle est devenue linéaire, à savoir on extrait des ressources du sol, on fabrique des produits, on en fait des biens, des services, on les commercialise, et puis après, une fois qu'ils ont été utilisés, quelque part, on les jette. Et dans le meilleur des cas, on les incinère à l'heure actuelle. Donc du coup, cette logique de revenir à ce bon sens, comme à ta grand-mère, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi avec tous ces biens qui, quelque part, ont encore une valeur ajoutée et peuvent être réintégrés. tout à fait. On essaie de les garder un maximum Voilà. dans nos circuits de production et de consommation. Et tu parlais d'incinération, etc. Donc l'étape suivante, la plus intéressante, c'est celle de la gestion des déchets pour les revaloriser. Mais qui n'est en fait que un petit bout de la lorgnette par rapport à tout ce que représente l'économie circulaire. Mais ça, on y reviendra probablement après. Mais si je reviens sur cette approche de déchets, en réalité, il y a aussi un leurre de croire que le recyclage est la solution à tout et que toutes les matières sont recyclables à l'infini. Donc là, il y a des limites techniques, financières, voire mathématiques qui nous empêchent d'aller dans ce sens-là. Simplement, techniquement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dispersion de matière. Donc quand on va produire, il y a une partie, si on prend les métaux, qui va disparaître par nos moyens de production ou notre consommation. Je prends un exemple comme l'utilisation des métaux dans les cosmétiques. Eh bien, ce sont des nanoparticules de métaux, comme le nickel par exemple. Eh bien, cela c'est perdu, c'est perdu à tout jamais. Dans un autre registre, des plaquettes de frein, eh bien, il y a une partie de chaque fois qu'on va freiner, eh bien, une partie de ces métaux qui aussi en nanofragments va disparaître. Donc, il y a un frein technique au recyclage, il y a un frein financier, parce que ce n'est pas toujours intéressant financièrement de passer par le recyclage, en tout cas aujourd'hui. Et puis, il y a une limite mathématique, et là, je peux peut-être l'illustrer avec un exemple,
je veux dire, anciens de recyclage, peut-être des plus anciens, certainement dans notre territoire wallon, qui est l'acier. Pour faire 1 kilo d'acier, on a besoin plus ou moins de 7 kg de matière, on a besoin de 2 kg de minerai de fer, on a besoin de carbone, on a besoin d'air, on a besoin de carbone, je pense que je l'ai dit, et ces 7 kg vont donner in fine plus ou moins 1 kg d'acier, et au-delà de ce kilo d'acier, on va générer des scories, du gaz, etc. Donc déjà là, on part de 7 kilos, on revient à 1. Donc quand on va dire on recycle, quand on arrive à capter, imaginons, on n'arrive pas à capter 100% de l'acier en bout de course, mais déjà on a perdu toute une série d'autres matières, ne fût-ce que par le processus de transformation. C'est ça, donc si je te comprends bien, c'est l'idée que déjà le cliché c'est souvent l'économie circulaire, ce sont des boucles fermées, c'est-à-dire que la matière est recyclée en continu et quelque part le volume de départ se suffit à lui-même pour alimenter le cycle de vie, la production, la consommation, la gestion sur un cycle fermé. L'idée, c'est pas ça. Et c'est là qu'il y a un écart entre la théorie et la réalité. C'est qu'en réalité, quelque part, oui, certainement, on peut réutiliser, réemployer ou même, dans le pire des cas, recycler la matière, mais on arrive toujours à avoir une déperdition. Donc on en arrive justement à cette logique que tu illustres bien avec l'acier, comme tu viens de le faire, c'est quelque part, il y a, comment dire, il y a cette notion de fin de matière. Et donc du coup, c'est comment, de manière sobre, arriver à réaligner la vitesse de production des biens et des services avec la vitesse de consommation pour justement arriver à endiguer cette perte, en tout cas aligner la vitesse de perte de matière avec la vitesse de consommation des matières premières. Et là, on en arrive sur un autre point qui peut être intéressant de traiter dès maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut alors remplacer ces matières par des matières qui sont renouvelables, biosourcées, pour justement arriver à amener encore plus de virtuosité dans ce cycle qui, comme on vient de le voir, ne peut pas être fermé à 100%. Donc comment? En y réfléchissant dès la conception. Oui. Donc, là, on parle d'éco-conception quand il s'agit d'imaginer dès le début de la production, enfin de la réflexion sur la mise sur le marché d'un produit, voire d'un service. C'est comment imaginer qu'à chaque étape des cycles de vie, on va réduire son empreinte environnementale. Et ici, imaginez dès le départ que la durée de vie de ce produit ou de service soit la plus longue possible. Donc pour garder, on a abordé ça tout à l'heure, garder ces matières le plus longtemps possible dans le circuit. Et donc comment? C'est faire appel à du jus de cerveau, quelque part. De l'éco-design, par exemple. C'est de l'éco-design, c'est soit là être vraiment novateur et miser sur la recherche et développement. Il y a beaucoup de centres de recherche en Wallonie qui sont très avancés là-dessus, mais c'est parfois aussi simplement, et moi je le constate avec certains de mes clients, c'est de faire de la veille et d'être attentif, puisqu'il y a beaucoup de solutions qui sont déjà présentes sur notre territoire ou au-delà, et c'est s'en inspirer pour envisager dès le début une autre façon de produire. Oui, c'est ça. Donc, dans cette logique le meilleur déchet, celui qui n'existe pas, non pas parce qu'on change la sémantique en disant qu'il n'y a plus de déchets, mais c'est en anticipant l'utilisation et l'usage de la matière en tant que telle. En fait. Ouais, donc on va veiller à directement mettre sur le marché des produits qui pourront, de un, on va imaginer le plus durable possible dans le sens durée de vie. Donc là, je parlais de ma grand-mère et de la période avant les 30 Glorieuses, mais les biens de consommation étaient prévus pour ça au départ, pour avoir une très longue durée de vie. C'est ensuite on veut dire un petit peu dans nos errements qui ont suivi cette 30 Glorieuses, où on est tombé dans des cycles de consommation beaucoup plus courts. Donc, et dans la surconsommation bien souvent. Donc là, on va étendre la durée de vie des produits, c'est une première chose. Et puis, on va veiller à les rendre réparables. Ça s'imagine dès le début. Parce que si on conçoit des produits imaginons en soudant certaines parties et en n'offrant pas la possibilité à l'utilisateur, expert ou non, de pouvoir le démonter pour le réparer, ça va compliquer la prolongation de la durée de vie. Donc, veiller à cette modularité, au fait de pouvoir imaginer composer des produits, les assembler à pouvoir être désassemblés. Veiller à ce que les pièces de rechange soient disponibles sur une très longue période. Prendre un exemple qui n'est pas wallon, qui est celui du groupe SEB, mais qui s'engage à ce que pour l'électroménager, les pièces de rechange soient disponibles pendant 20 ans. Donc c'est ce genre d'engagements qui sont nécessaires aujourd'hui
pour imaginer cette prolongation du durée de vie de nos objets, qu'ils soient du quotidien ou plus industriels. Il y a donc c'est une façon de le rendre réparable, donc modulable. Un autre exemple qui vient à l'esprit, qui lui est wallon sur la durée de vie, ben c'est dans la conception des meubles qui soient modulaires ou quelque part suffisamment solides. Prend QLox, qui est une entreprise de la région de Namur, qui a conçu des meubles qui, dans les années 60, qui aujourd'hui encore ben, sont solides et durent dans le temps. Et quand bien même tu auras envie de changer le design, parce que ça peut aussi se dire, bah, tiens, j'ai un meuble, j'aimerais bien pouvoir le faire évoluer, le faire changer. Tu as des entreprises qui, en aval d'une offre comme celle de QLox, pourraient te dire, bah, tiens, moi je vais reprendre vos meubles, je vais les redesigner, donc les découper et autres, reprendre des parties pour en faire des nouvelles choses. Et là, on arrive sur des business models qui sont un peu plus de type Bedimo, pour donner un exemple, des signataires du Green Deal ou autre, ou même NNOF sur la région bruxelloise, pour arriver justement à réutiliser, à réemployer et à garder cette notion de valeur ajoutée dans la boucle, comme on le disait au départ. Et on disait pas l'état d'esprit, ça aussi c'est un état d'esprit. Oui, c'est de dire, bien là, ok, on peut faire du neuf avec de l'ancien, on peut... Il y a des flux de matière qui existent, pourquoi pas d'abord aller s'intéresser à celle-ci, d'aller d'abord vers des matières premières vierges, parce que ce sera toujours plus intéressant, en tout cas dans la plupart des cas, d'aller vers des matières premières secondaires existantes que d'aller extraire ou monopoliser des matières premières vierges, parce que ça nécessite de les transformer. Tout à fait. Donc là, on rentre dans des flux logistiques, dans des flux de production. Et tout l'intérêt de pouvoir travailler la logistique dans un sens inverse pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut se réapproprier un certain nombre de choses. Donc ici, si je m'arrête à ce stade et que j'essaie de reconceptualiser tout ce qui tourne et gravite autour de l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement du recyclage. Il faut voir l'économie circulaire comme un travail, un état d'esprit sur l'entièreté de la chaîne de valeur pour pouvoir travailler les produits, les biens, même les services, j'y reviens dans un instant, dès le départ, avec l'éco-design, aussi sur la phase de logistique, sur comment arriver à se sourcer localement, on y reviendra aussi par la suite, de voir comment est-ce qu'on peut réintégrer un certain nombre de choses dans les boucles de valeur, voir aussi au-delà sur comment les ressources locales, les déchets des autres, pour ne pas les citer, peuvent être des ressources intéressantes pour nous, et surtout voir comment on peut faire évoluer le business model, comme on l'expliquait sur, tiens, il y a des meubles, ils sont là, on peut peut-être offrir un service de redesign pour pouvoir offrir de la nouveauté à partir de matériel existant. Et c'est ça que j'apprécie dans tes propos, c'est qu'en fait l'économie circulaire, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas uniquement sur les produits et sur les biens matériels, on peut y aller aussi quand on est sur des services. Oui, mais à tout le moins, les services ou l'économie de service est un des acteurs de tout cet écosystème et peut lui aussi tirer son épingle du jeu dans toute cette construction d'une nouvelle économie, que ce soit par de la location, de la mutualisation, ou on voit apparaître beaucoup d'acteurs en termes de plateformes, donc des intermédiaires, qui vont justement, on parlait de monopoliser un flux de matières disponibles pour en faire des matières premières secondaires, mais il faut encore pouvoir identifier où se trouvent ces flux et considérer à bon escient ce qu'on peut en faire dans nos modes de production ou de consommation. Ce n'est pas toujours évident pour un dirigeant d'entreprise qui a déjà beaucoup de tâches et qui n'est peut-être pas forcément staffé pour faire ça, de pouvoir lui-même identifier ses acteurs. Et là, en Wallonie, certainement, il y a quelques acteurs qui émergent pour mettre en relation ces flux de matière, ces différents acteurs et organiser des circuits, là, des écosystèmes qui sont vertueux. Et cette notion-là, on arrive dans du service. Cette notion de service est aussi le cœur de l'économie de la fonctionnalité, qui est un des autres aspects de l'économie circulaire. Donc, on niveau bien au-delà de l'approche uniquement sur les déchets. Oui, tout à fait. Là, tu arrives sur un autre point qui est cette logique de service qui peut se voir à plusieurs niveaux. Un, l'apparition de nouveaux métiers, de nouveaux acteurs pour offrir des services dans des chaînons manquants d'une chaîne de valeur qu'on voudrait idéalement rapatrier le plus localement possible, donc sur la région wallonne. Mais tu as aussi l'évolution du business model. Dans quelle mesure, reprenons l'exemple de QLox, moi qui vous vends des meubles, quelque part, je ne pourrais pas vous les mettre à disposition pour pouvoir, quelque part, par la suite, les récupérer, pouvoir les changer, les moduler et autres, et m'intéresser à m'adapter à ce que vous voulez en temps réel
en fonction de vos goûts, de vos couleurs du moment. C'est surtout vrai dans le cadre des entreprises, hein, où on change de patron, on change d'image ou autre. On pourrait très bien changer les meubles. Ça arrive régulièrement, ça s'est déjà vu sur le terrain. C'est pour ça que j'ai dit ça par expérience. Donc voilà. Mais il y a aussi le fait qu'on pourrait, chez soi aussi, se dire, bah, tiens, j'aimerais bien changer un certain nombre de choses. Pensons à de la moquette aussi, hein. Prenons les entreprises, hein, comme Target ou autres, qui elles se disent, bah, tiens, vous avez un revêtement de sol, vous voulez changer après quelques années, ne le jetez pas pour la cause, nous on va le récupérer, on va vous mettre une autre solution en place, on va vous mettre un autre sol, on va récupérer ça. Nous, dans notre processus, on va pouvoir le récupérer, le remettre dans le processus de fabrication pour substituer de la matière vierge à de la matière secondaire. Là, on est sur l'amont, mais on est aussi sur l'ensemble, la solution intégrée qui est, en plus, vous avez une solution et donc on crée une relation avec le client, quelque part on le fidélise sur la durée et là j'ai envie de jeter le pavé dans la mare, c'est pour ça que je le fais avec cet exemple-là, c'est quelque part il y a un retour à l'humain. Quand on vend un produit, ben, il y a quelque part l'intermédiation avec le produit et ce avec quoi on communique avec la marque, mais ici si on est dans le service, on retrouve ce lien humain où on s'intéresse aux besoins des personnes, aux besoins des entreprises et alors ben, dans quelle mesure justement l'économie circulaire ne vise pas aussi à recentrer un peu l'économie en remettant l'humain comme acteur central. Ah bah là, on est dans le dur, là. Hein. Tout à fait. On est dans ce côté de changement de paradigme de l'économie circulaire qui nécessite de réfléchir aussi sur les business models. Et je souscris complètement à ce que tu viens de dire. Mais là, on arrive dans, probablement, en tout cas de mon expérience avec mes clients, dans la chose la plus difficile à faire, mais qui est fondamentale pour la réussite de la visée de l'économie circulaire, hein. Qui est donc cette gestion optimale des ressources et permettre quelque part à nos économies de gérer cette contrainte de limite des ressources. Et cette nouvelle vision-là, cette remise en question des business models, va complètement dans la visée qui est de dire de prolonger la durée de vie des produits. Parce que là, on arrive à un cercle vertueux entre le gain que peut y trouver le consommateur, parce que lui, il recherche l'usage, la fonction, la performance, l'usage de son revêtement de sol, de ce qu'un meuble peut lui offrir. Je peux prendre encore d'autres exemples ici qui seraient sur un cas que j'ai pu aborder récemment, qui est sur la biométhanisation, où finalement ce nouvel entrepreneur voulait vendre des machines qui permettaient de faire du recyclage de déchets organiques en très peu de temps. Et il a, à un moment donné, il a réussi à toucher ses clients quand il a abordé cette notion de service. Ce que les gens voulaient, c'était une solution pour les déchets ergoniques qu'ils généraient et de pouvoir les valoriser au mieux. Et lui, c'est ce qu'il propose en fait. C'est non plus de vendre une machine, mais tout un service. Et sa relation avec le client est tout à fait différente. Donc le client est satisfait parce qu'il a trouvé la solution optimale, même au-delà de ça, puisqu'il devient aussi propriétaire du digestat qui devient un engrais. Et la relation entre le vendeur et le client est différente, puisque là, elle s'inscrit dans de la durée et non plus simplement un cycle de vente très court où je te vends une fois un produit et mon intérêt, moi, en tant que vendeur, c'est de pouvoir revenir très vite pour t'en vendre un autre. Et sinon, il y a le contrat de location s'étale dans la durée, donc c'est cette relation client auquel tu faisais allusion. Et en plus, l'intérêt du producteur, c'est que la durée de vie de cette machine soit la plus longue possible. Et donc, on va devoir moins souvent aller monopoliser des ressources pour fabriquer c'est ça. Donc, quelque part, avec l'économie circulaire bien pensée, optimisée au maximum, tend de toute façon vers cette logique servicielle dans la façon de pouvoir créer des produits. Je dis ça pourquoi? Parce que ce que tu me dis m'évoque le fait que pour un bricoleur du dimanche, utiliser une scie sauteuse, ça n'arrive pas toujours, à moins que tu construis des cabanes toutes les semaines dans ton jardin, c'est un peu rare. Donc du coup, dans quelle mesure dois-je, moi, un bricoleur occasionnel, posséder cette scie si je peux quelque part l'avoir à disposition par ailleurs le temps nécessaire? Et là, on arrive sur cette optimisation de la ressource parce qu'une scie sauteuse a une durée de vie X qui, quelque part, va être passée dans sa boîte à végéter si c'est moi qui la possède, alors qu'elle pourrait justement être mise à disposition de plusieurs personnes. On arrive à cette notion d'usage partagé, on arrive à cette notion de fonctionner, de produire et surtout de consommer autrement. Et on en arrive surtout à cette logique qui est de découplage de la valeur ajoutée avec quelque part l'exploitation des ressources. Oui, mais on ne passera pas
enfin, on n'y arrivera pas si on ne réfléchit pas aussi, d'une façon ou d'une autre, à diminuer nos consommations de matière. Que ce soit par la mutualisation ou par peut-être une frugalité dans nos consommations. Tout à fait, mais une question qui me vient à l'esprit comme ça et qui me frappe, c'est est-ce que finalement ça ne revient pas plus cher de faire ça? Parce que les entreprises, on dit bah oui, ça peut être bien beau de faire du recyclage, de pouvoir réutiliser de la matière secondaire, mais est-ce que finalement ça ne me revient pas plus cher, moi, de réutiliser cette matière-là? Et quand on sait que quelque part la concurrence, elle est essentiellement sur les prix, j'ai envie de dire, et c'est peut-être là le cliché que j'aimerais que tu abattes, ça revient plus cher un produit circulaire. Mais pas toujours, hein. Heureusement. C'est même plutôt souvent l'inverse, où du fait, on est dans le bon sens, puisqu'on fait des économies de matière, on va moins dépenser. Donc de ce fait-là, qui dit moins de ressources, mais consacrer moins de budget pour cette partie-là du prix de revient. Ce qui est par contre reste vrai et anormal aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore intégré toutes les externalités négatives de nos modes de production, qui soient sur la perte de biodiversité, la pollution, etc., l'utilisation des combustibles fossiles. C'est qu'on arrive parfois à des non-sens qui sont qu'effectivement, certaines matières recyclées restent plus chères que des matières premières vierges. Et donc, je n'ai pas une réponse qui est, je veux dire, blanche ou noire. On est encore aujourd'hui confronté aux deux situations. Donc, néanmoins, c'est encore souvent plus intéressant de rentrer dans ces démarches-là parce que de nouveau, c'est un état d'esprit. Et si on cherche à chaque fois à optimaliser l'utilisation des ressources, in fine, tôt ou tard, c'est peut-être pas sur du court terme, hein, ça peut l'être, mais ce sera sur du moyen ou du long terme, on fera des économies. Au niveau micro de l'entreprise et très certainement au niveau macro. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs cas pratiques qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. La première chose, c'est de se dire, tiens, si moi j'arrive à optimiser la gestion que je fais de mes déchets, en, par exemple, regardant dans mon territoire si quelqu'un pourrait utiliser ce déchet comme une ressource, mes coûts de gestion des déchets vont tomber à zéro si j'arrive à lui fournir ce déchet-là en tant que ressource. Et quand bien même, si lui arrive à substituer son flux de matière première par ce déchet, il pourrait même me rétribuer. Donc c'est transformer un poste de coût en un poste de rentrée complémentaire. Hein. Soyons honnêtes, ce n'est pas une diversification, mais c'est une rentrée complémentaire, de manière à pouvoir, quelque part, dégager ce bénéfice, annuler ce coût et pouvoir réinvestir dans des investissements, par exemple. Donc là, il y a un gain à court terme. Ça se vérifie sur du court terme, du court terme très très souvent. Mais oui, c'est ça. Pas contre, systématiquement, mais c'est souvent le cas. C'est ce que je rencontre moi, aussi. Moi, j'aime bien avoir la perspective d'avoir la nuance en disant ça ne marche pas toujours aujourd'hui, mais une perspective sur du moyen long terme, ça le sera. Ne fût-ce que parce que, si quelque part mon discours là serait un peu plus pessimiste, il y a une pression sur nos stocks de matières premières, il y a la législation qui change, qui font que ce sera de plus en plus difficile pour certains acteurs de l'économie d'avoir accès à certaines ressources. Si tu, effectivement, as un mode plus frugal de consommation et que tu arrives à produire même une unité de richesse avec moins de ces matières, ça va te coûter moins cher dans une perspective où ces matières premières vont tôt ou tard reprendre un chemin, on va dire, croissant en termes de coûts. Et puis, il y a une perspective plus commerciale qui est de dire que le consommateur attend ça de plus en plus souvent. Le consommateur final ou les consommateurs intermédiaires. Et donc, moi qui suis actif dans la responsabilité sociétale d'entreprise et qui, de ce fait-là, je veux dire, l'occasion souvent, directement ou indirectement, de m'intéresser au fonctionnement de plus grandes entreprises, elles mettent une pression de plus en plus importante sur leurs fournisseurs et les intermédiaires pour montrer quelque part patte verte. Patte verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire preuve de certaines labellisations, de pouvoir faire certaines labellisations, mais au-delà de la labellisation, les questionnaires qu'elles envoient à leurs fournisseurs sont de plus en plus précis, jusqu'à demander c'est quoi votre taux de recyclabilité, est-ce que vous avez intégré des réflexions en termes d'éco-design dans vos modes de production, etc., etc. Ça, pour certains, c'est la réalité aujourd'hui, pour d'autres, ça le sera à moyen terme. Oui. Donc si je comprends bien,
si je comprends bien, ce qu'on peut dire pour une entreprise, c'est qu'à l'heure actuelle, même si le gain à court terme ne peut pas se voir dans son business model, parce que la façon dont elle mène ses activités, le secteur, les produits ou bien aux services qu'elle met sur le marché ne permet pas d'arriver à cela, ce n'est pas une raison pour qu'elle ne commence pas déjà à faire le pas et qu'elle s'intéresse à l'économie circulaire de manière incrémentale, même si c'est vrai qu'à court terme, elle ne reverra pas directement des gains économiques sur sa facture ou sur ses diverses factures, qu'elles soient de production, de commercialisation ou autre. Tout à fait. Et puis, c'est souvent un discours que je tiens aussi avec peut-être des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui sont plus frileux de prendre cette direction. C'est que à ce stade-ci, c'est certainement dommageable de ne pas au moins avoir l'alternative pour les clients. Dire, mais si on part dans l'incrémental, je suis quelqu'un qui, dans l'incrémental, je suis mal à l'aise parce que je crois qu'on est aujourd'hui, on vit une période où la politique des petits pas, c'est insuffisant. Mais néanmoins, la réalité des entreprises fait que ce n'est pas toujours évident de dépasser l'incrémental et de révolutionner le business model du jour au lendemain. Donc, ces petits pas restent néanmoins bienvenus et souhaitables. J'ai envie de dire que je suis un peu plus mitigé parce que les petits pas sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un état d'esprit, il faut pouvoir se mettre dedans. C'est comme quand on est dans un sport, il faut pouvoir souffler un bon coup et se mettre dans les conditions. Les petits pas que tu peux faire en entreprise sont, pour une entreprise, quelque part, une mise en condition pour pouvoir aller. Et quand on parle ici des Green Deal, moi je trouve que c'est une excellente opportunité pour pouvoir à la fois commencer, entamer cette réflexion, ne serait-ce que par des petits pas, qui quelque part vont te mettre dans une mouvance ou avec d'autres entreprises. Et je trouve que c'est ça la force du Green Deal aussi, c'est de pouvoir être associé à d'autres entreprises qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres produits, d'autres perspectives, échanger avec elles sur comment est-ce qu'ensemble, dans une logique non plus de concurrents, mais de partenaires, comment est-ce qu'ensemble, on peut justement dépasser cet écueil et aller plus loin pour changer à moyen et long terme les modèles d'affaires. Toujours dans cette optique, on le rappelle que c'est bien le cœur de l'économie circulaire de optimisation de l'usage qui est fait de la ressource. Et là, on insiste bien, je pense qu'on l'a vu sur la ressource matérielle, mais aussi immatérielle, savoir-faire, compétences, échanges, et de pouvoir justement porter ce modèle d'affaires et ce mode de production et de consommation alors vers l'avant. Ouais. Et là, on en arrive sur un nouveau point qui est sûrement celui-là sur le mode de consommation, c'est quelle est la place du citoyen, du consommateur dans l'économie circulaire, parce que un entrepreneur, et je suis confronté à ça au quotidien, c'est je veux bien moi changer la façon dont je fais mes choses. Le produit va me revenir plus cher, on en vient. Mais est-ce qu'il y a une demande pour ça? Alors moi j'ai envie de dire oui, parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés, sont alertes, demandent la responsabilité des entreprises. Mais j'ai aussi envie de t'entendre sur le sujet. C'est fondamental, hein. C'est un des leviers. Hein. Donc, en anglais on parle d'une économie la pool. Il y a effectivement, le consommateur, ce signal est de plus en plus fort. Il n'est pas systématique non plus. Et je pense que là, que ce soit les entreprises ou les pouvoirs publics, et très certainement à travers cette initiative de Green Deal, lancent aussi un signal. Parce que les consommateurs, il y a le consommateur citoyen. Et les entreprises sont aussi consommateurs des autres entreprises. Et donc, les mettre en réseau autour de cette thématique circulaire pour toutes les pousser à intégrer ça dans leur considération d'achat, c'est un excellent signe et c'est une excellente matière de se mettre en route. Et donc, entendons-nous bien par rapport à cette approche incrémentale. Donc, je suis quelqu'un qui a envie d'accélérer les choses et d'activer. Et je suis quelque part souvent insatisfait que les choses ne vont pas plus vite. Mais à côté de ça, chaque pas posé est essentiel. Et en commençant, si le début, c'est commencer par reconsidérer ses achats et s'intéresser aux alternatives que présentent ces achats circulaires, eh bien, ce sera un excellent premier pas et qui en encouragera d'autres. Parce qu'effectivement, on se dit, tiens, si tel fournisseur est capable de mettre une offre alternative plus circulaire, bien pourquoi moi je ne pourrais pas le faire aussi? Et quelque part, on revient au consommateur. Si j'achète circulaire, à un moment ou l'autre dans ma chaîne en amont, ben moi, en aval vis-à-vis de mon consommateur, je pourrais aussi mettre en avant cet argument. Et croyez-moi, le consommateur va être de plus en plus exigeant. Et à partir du moment où vous montrez que vous faites quelque chose de positif dans ce point de vue-là, ben il va vous encourager à en faire davantage.
Mais moi, j'ai envie de me faire l'avocat du diable sur ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai envie de me dire, je suis consommateur, je vais acheter un produit circulaire, mais derrière le circulaire, qu'est-ce que j'achète quelque part? Parce que finalement, oui, on parle de changement climatique. Alors, d'un côté, on va me dire non, ça n'existe pas, de l'autre, on va me dire que ça existe. Tu as des consensus qui disent que ça existe, mais finalement, est-ce que l'économie circulaire, justement, permet d'apporter un certain nombre de réponses aux défis climatiques, énergétiques et autres auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle? C'est une pierre angulaire. Donc, on parle maintenant de plus en plus souvent d'économie régénérative. Donc l'économie régénérative, c'est celle qui va régénérer quelque part nos ressources naturelles et répondre aux défis de la biodiversité et des changements climatiques. Donc pierre angulaire, pourquoi? Parce que le fait de cette approche optimale de l'utilisation de nos ressources va de facto diminuer notre nécessité de transformer nos ressources naturelles. Chaque transformation de ressources naturelles génère des gaz à effet de serre. Parce que derrière la transformation, il y a l'utilisation d'énergie, qui aujourd'hui est encore en grande partie fossile et génératrice de gaz à effet de serre. Et un autre aspect est le fait qu'on va aussi diminuer, à travers l'économie circulaire, le nombre d'intermédiaires. Donc, en diminuant le nombre d'intermédiaires, on va aussi diminuer les flux logistiques ou optimaliser ceux-ci via la logistique inverse. Donc, moins de transport, moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est intimement lié. Dire derrière le mot circulaire, c'est cette notion de vraiment préserver nos ressources naturelles et de facto diminuer les gaz à effet de serre liés à la surexploitation, au gaspillage des ressources, quoi. Je t'entends et ça revient aussi à cette idée de pouvoir quelque part aligner et harmoniser la vitesse de consommation des biens, des produits, des services avec la vitesse à laquelle les matières premières renouvelables, espérons-le, pour pouvoir substituer tout celles qui sont non renouvelables, sont consommées. Mais tu soulèves un point sur lequel j'aimerais bien rebondir, qui était le nombre d'intermédiaires. L'économie circulaire, pourtant, ce n'est pas synonyme de circuit court. Ce n'est pas synonyme de circuit court, mais les circuits courts, quelque part, est une approche intéressante en termes de circularité. Pas uniquement dans la perception qu'on a habituellement des circuits courts, qui est ce côté local, c'est-à-dire circuit court égale local, mais dans le fait de diminuer les intermédiaires. Moins il y a d'intermédiaires, et moins il y aura de transport ou de conditionnement nécessaire au déplacement de ces matières d'un intermédiaire à l'autre. Les circuits courts, d'un point de vue local, sont aussi forcément intéressants, puisque si on travaille sur un territoire, on va avoir moins de déplacements. On va avoir aussi des acteurs qui se connaissent mieux, qui seront donc plus impliqués quelque part dans cette notion d'écosystème et de volonté de vouloir arriver vers une utilisation optimale des ressources. Plus proche aussi des consommateurs qui attendent ça, parce que si on va à l'autre extrême et que les producteurs se trouvent à l'autre bout de la planète et n'ont jamais de contact avec le consommateur, bien on se sent quelque part moins responsable probablement et moins à l'écoute en termes de cette volonté d'avoir davantage de circularité. C'est ça, donc si je comprends bien, tu as le concept économie circulaire qui englobe un certain nombre de façons d'implémenter l'économie circulaire en entreprise et les circuits courts sont une façon, une modalité de pouvoir quelque part concrétiser, opérationnaliser les circuits courts en repensant justement les chaînons de la chaîne de valeur qui sont justement l'approvisionnement local, le plus local possible et les consommateurs, donc viser une clientèle le plus locale. Donc on se retrouve sur une notion qui est au-delà du circuit court, c'est le circuit court et de proximité quelque part, en essayant de valoriser un maximum l'ancrage local. Et si tant est, comme on le disait tout à l'heure dans nos discussions, que le produit, s'il est fabriqué ou en tout cas produit en région wallonne, revient à coûter plus cher, ce n'est pas une raison pour l'entreprise de ne pas aller vers cette solution, sachant que sur d'autres postes de ses activités, toujours dans cet état d'esprit circulaire, elle pourrait réduire ses coûts liés à la gestion des déchets, elle pourrait réduire ses coûts de production en voyant dans quelle mesure elle pourrait réintégrer d'autres déchets venant peut-être d'autres entreprises, venant peut-être de ses propres chutes de production. Et donc de contrebalancer un coût peut-être plus cher à l'approvisionnement par une meilleure gestion des coûts inhérents pour pouvoir avoir une offre qui soit toujours aussi compétitive, mais alors qui soit beaucoup plus durable dans la mesure où elle est à la fois locale, ancrée sur un territoire. Et là, je le dis clairement, ce que je comprends, c'est que quelque part, penser comme ça, c'est penser l'économie circulaire dans cette logique-là comme un avantage compétitif clair pour l'entreprise. Un avantage compétitif et un bénéfice environnemental.
la distance va souvent aussi être le frein à la mise en place de certaines solutions. Il y a récemment encore des non-sens qui font que certains de nos déchets partent à l'autre bout de la planète. Et donc, en quoi voir là une solution environnementale quand on fait parcourir des distances pareilles à nos déchets pour qu'ils reviennent sous une autre forme ici et réintégrer nos circuits de production. Localement. Sachant qu'il y a probablement possibilité de créer un contexte plus favorable en jouant avec des acteurs locaux, mais qui parfois ne seront pas, je veux dire, locaux au niveau de la même ville, au niveau du nouveau bassin, mais on peut avoir aussi cette approche plus au niveau européen ou avec les pays limitrophes. Et si on parle aussi en termes de susciter la cohésion, la mise en place de partenariats à Mont-Aval, ça veut dire aussi susciter quelque part un cadre de marché qui permettent justement et qui soutiennent l'économie circulaire. Et là, on en arrive sur, à mon avis, quelque chose qui est important, en tout cas au quotidien, je trouve ça extrêmement important, c'est les partenariats publics-privés. Et donc, quelque part aussi, suite et corollairement à ce qu'on font les Green Deal, parce qu'on voit derrière toi qu'il y a à la fois des entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques, voire des pouvoirs publics qui s'y mettent, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les synergies entre, et encore une fois, les Green Deal sont un bon lieu pour le faire, mais ça renvoie aussi à un débat, je ne pense pas que ce soit peut-être le cas de l'aborder aujourd'hui, mais ça vaut la peine de le citer, c'est quelle part de circularité dans les marchés publics. Voilà, un autre levier, on parlait du levier des consommateurs, donc les pouvoirs publics sont des consommateurs, et probablement les consommateurs qui doivent le plus montrer l'exemple. Et ça a déjà commencé, cette démarche concrète d'intégrer des notions de circularité, peut-être pas exactement sous cette terminologie dans les marchés publics, mais notamment dans le domaine de la construction, où il y a certains marchés publics dont le poids environnemental et circulaire va peser jusqu'à 30% dans la décision. Là, on est dans les gros chantiers, mais ça peut être toute une série. En fait, tous les achats, chaque acte de décision que sont les achats que nous posons, peuvent être une des pierres dans l'édifice qu'on essaie de construire avec l'économie circulaire. Et l'effet de levier là, des pouvoirs publics est considérable, non seulement dans le poids qu'il représente dans l'économie, mais surtout pour le caractère d'exemplarité. Donc là, il y a vraiment un coup à jouer. Un autre coup à jouer, dans le même état d'esprit, mais en tout cas, moi, je le mets dans le même type d'initiative du Green Deal ou des démarches territoriales poussées par la région wallonne, c'est de mettre tous les acteurs autour d'une même table et de poser la thématique au centre, de tirer la tête du guidon des opérateurs de terrain, parce que c'est souvent ça, en fait, le bas qui blesse, c'est qu'à un moment donné, on est dans des habitudes et on est peut-être conscient que c'est quelque chose qui va être positif, mais on ne prend pas la peine de tirer la tête du guidon, et parfois c'est plus facile à mettre en place qu'on ne le pensait. Et là, les acteurs publics ont cette possibilité de dire, écoutez, on va vous mettre en groupe avec d'autres pour y réfléchir, et parfois ça peut faire des petits miracles. Moi, j'ai moi-même été mêlé à ce genre d'initiative. Ces écosystèmes, parfois, sont des concurrents aussi, qui ont les mêmes types de problématiques, qui ont les mêmes types de déchets ou de ressources à traiter en amont ou en aval. Et puis, elles ne se parlent pas naturellement. Et puis là, parce qu'un acteur neutre, ici donc public, qui n'a pas un intérêt particulier direct dans leur business là, va les mettre autour d'une table, va mettre une problématique telle que l'économie circulaire au centre et va leur faire changer de perspective en disant mais si vous mutualisiez vos services, si vous considériez ensemble d'investir dans la recherche et développement pour trouver d'autres débouchés à vos matières, les solutions pourront se mettre en place, alors que si vous agissez individuellement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un peu plus en aval, mais c'est la même chose au niveau des achats. Il y a certainement aussi la possibilité en réunissant différents acteurs sous l'initiative d'un acteur neutre, d'arriver vers des solutions plus intéressantes au niveau environnemental et aussi au niveau business et financier. Oui, tout à fait. Donc, c'est même qu'au-delà de ça, on parle d'état d'esprit sur la façon de voir les modes de production, les modes de consommation, mais on est même sur un état d'esprit pour arriver à repenser sa relation à l'autre, avec l'être humain. Ne plus le voir comme un concurrent, mais le voir comme un partenaire. Et ici, on voit qu'il y a vraiment un rôle important qui peut être joué par les pouvoirs publics pour pouvoir justement essayer de pousser
vertueusement. Mais quand on parle de C'est changement de unique. paradigme, on ne peut pas éviter une remise en cause philosophique et la façon dont on voit les choses. Hein. Je veux dire, on en est là avec la volonté d'économie circulaire. Hein. On ne peut pas continuer à envisager nos modes de production et de consommation de la même manière, et donc ça nécessite de réfléchir différemment. Et un autre mode de réflexion, c'est effectivement de ne plus nous voir tous comme des concurrents sur des micro-territoires. Certes, il reste encore ces aspects de compétitivité et de commerce, mais la mise en place de certaines solutions sur la chaîne de valeur passera par le fait de pouvoir à un moment donné parler davantage avec ses concurrents et d'être plus dans une démarche effectivement coopérative qu'absolument concurrentielle. C'est certain, surtout quand on pourrait se dire oui c'est bien beau, tout le monde est content, tout le monde doit être partenaire, mais dans la réalité c'est pas ça. Mais dans la réalité, pour avoir été au contact de certaines entreprises dont les réalités sont telles que justement tu as une entreprise petite taille, elle n'a pas les moyens d'investir dans un outil qui pourrait quelque part lui faciliter le quotidien. Pourquoi? Parce que simplement elle ne brasse pas assez de volume pour pouvoir rentabiliser l'outil 5 jours semaine. Cependant, à 15 km de là, tu as une autre entreprise qui a la même problématique, qui est sur le même secteur et qui se pose pour laquelle se pose exactement la même question. Ce qu'il y a, c'est qu'avec un acteur public un peu neutre au mieux, c'est de dire, vous savez que vous avez la même problématique et vous pourriez quelque part discuter ensemble pour pouvoir ensemble mettre cet outil. On ne vous demande pas de choisir vos clients ou autres, on vous demande simplement de réfléchir ensemble à comment faire fructifier vos business respectifs, sachant qu'à l'échelle wallonne et à l'échelle de votre entreprise, il y a de la place pour tout le monde. Ça fait quelques années donc, que je suis actif au niveau de la mise en place de solutions, de réflexions, de conseils au niveau de l'économie circulaire. Et tout début, on avait mis en place cette notion de 8 R. Et donc aller au-delà des 4 R habituels. Oui, qui sont recyclés, réemployés, revaloriser. Réduire, effectivement, repenser. Hein, donc ça, c'est au niveau d'éco-design. Mais il y a aussi le R de réseau. Et que ce soit pour l'économie circulaire, l'économie en général, c'est fondamental. Et on a là des dispositifs qui permettent véritablement de tirer le maximum de nos réseaux. Donc pourquoi attendre? Et on en revient à cette question, optimiser l'usage de la ressource matérielle, certes, mais immatérielle aussi, à savoir les savoir-faire, les compétences et les savoir-être, au-delà même des matières tangibles. L'économie circulaire, on en parle beaucoup pour la Wallonie, mais c'est une problématique qui est saisie aussi à Bruxelles. Hein, tu as une expérience à Bruxelles aussi qui peut témoigner de cette émulation sur ce territoire-là. En Flandre, mais même à l'échelle européenne, on parlait des législations qui se durcissent et tout à l'heure brièvement, mais ça veut dire que l'économie circulaire, quelque part, on est arrivé à un momentum où tout le monde s'en saisit et que la question est sur la place et que quelque part, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode et c'est même, je crois, on doit même plus poser la question, au niveau micro, au macro. Au niveau macro, on y est. Hein, tu viens de le dire, il y a les régions en Belgique, beaucoup de régions en Europe, et moi, un modèle pour ça, très certainement aux Pays-Bas, où là même des villes s'y mettent. Donc là, c'est pas on y est, on va vers ça, c'est indispensable d'un point de vue environnemental, c'est indispensable d'un point de vue économique. Et à partir du moment où, et je crois que les démarches qui sont entamées ici, au niveau du territoire vont dans ce sens-là, où on dépasse le fait de se dire, tiens, nos déchets deviennent nos ressources, mais faisons en sorte aussi que nos ressources ne deviennent pas des déchets. Là, on a tout compris et je trouve ça assez... Moi, je suis assez optimiste de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui monte dans le wagon et j'espère qu'on arrivera à destination le plus rapidement possible. Ce que tu me dis me réjouit et on n'insiste pas encore assez sur ce point. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle d'économie circulaire. Déjà, le terme économie dans l'économie circulaire met l'accent sur cette approche financière, cette monétarisation d'un certain nombre de choses, mais il y a à la fois l'environnement, mais aussi le social. Le social qui a été quelque part fil rouge implicite de toute notre conversation, mais qui revient aussi de se dire l'économie circulaire, c'est aussi une occasion par la création d'activités, par la diversification d'activités, par la mise en place de nouvelles activités pour combler les trous, pour avoir des nouveaux maillons dans une chaîne et rapatrier cette valeur ajoutée. On parlait de solidarité, évidemment, c'est aussi pourvoyeur d'emplois, créateur d'emplois, et donc cette dynamique-là, elle est vraiment vertueuse à tous les niveaux. Et moi, quand on me demande aussi souvent,
qu'est-ce que pour toi l'économie circulaire? J'aime bien aussi le présenter comme une boîte à outils, c'est-à-dire que les entreprises, le monde, les consommateurs sont face à des situations, font face à des choix. Prenons juste l'angle entreprise parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est de se dire, je suis face à une situation, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur. Qu'est-ce que je peux faire? L'économie circulaire apporte un certain nombre de solutions qui sont à la fois économiques, on en a discuté, environnementales, c'est-à-dire en tout cas, si elles ne sont pas positives dès le départ, elles sont moins impactantes et a fortiori deviendront positives par la suite. Et surtout, socialement, elles sont responsables, respectueuses et pourvoyeuses aussi d'emplois et de valeur ajoutée. Donc à ce niveau-là, on peut vraiment dire qu'on arrive à reprendre la fleur du développement durable et d'arriver sur quelque chose qui permet d'associer à la fois environnemental, économique et social dans une logique vertueuse. Et inclusive. Et ce n'est pas pour rien que l'objectif 12 des objectifs de développement durable des Nations Unies tourne autour de la production et de la consommation circulaire et que c'est probablement l'objectif parmi les 17 qui est le plus en lien avec tous les autres. Tout à fait. Donc, c'est le plus transversal. Quelque part, il n'y a rien de dogmatique, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une nouvelle mode, c'est une autre façon d'envisager nos économies et notre façon de vivre ensemble et de transformer les ressources pour répondre à nos besoins de consommation. Tout à fait.